Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 6. Comprendre les humeurs des juments. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial, une interview pour parler des différences physiques et physiologiques entre mâles et juments. Qui n'a pas déjà entendu, en passant dans l'allée centrale d'une écurie, cette horrible phrase « Les juments sont de vraies pisseuses ». Alors oui, j'ai décidé de commencer fort pour cette nouvelle saison en touchant à un sujet un peu délicat. Je vous explique pourquoi. Les 5 prochains épisodes, j'ai décidé de les consacrer à la rencontre entre soi et son nouveau cheval. Ou plutôt jument, en ce qui me concerne. Ce tout premier chapitre, j'avais du coup envie de le dédier aux juments. Car avant Iggy, je n'ai jamais fréquenté de près ou de loin une jument. J'ai beau chercher, et je crois que de ma vie de cavalière, j'ai toujours été en contact privilégié avec des hongres. Alors oui, j'ai déjà monté une jument avant Iggy. Mais je n'ai jamais eu de demi-pension avec une jument ou je ne suis jamais partie pendant de longues randonnées aux côtés d'une jument. J'ai très vite été assez surprise du nombre de commentaires que j'ai reçus. Des petites phrases anodines lancées en l'air ou des remarques un peu stigmatisantes qui m'ont été faites en à peine 6 mois aux côtés d'Iggy. Pour n'en citer que quelques-unes, j'ai eu le droit à « Oui, mais c'est normal, c'est une jument » ou bien « Oui, mais les juments c'est quand même moins sympa que les hongres » ou encore « Ah, c'est sûr que les juments, elles ont un caractère de cochon. » Alors moi, de mon côté, sans vraiment d'expérience sur le sujet, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. En vrai, comment ça fonctionne une jument ? Pourquoi elles sont la source de critiques et d'a priori ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un d'autre et j'ai l'immense joie de recevoir Audrey du podcast Murmuréquin pour discuter avec moi des différences entre hongres et juments et notamment des chaleurs qui sont la source des railleries. Du coup, Audrey, merci beaucoup d'être dans le journal d'Iggy aujourd'hui. Avant de commencer à te poser mes quelques questions sur notre fameux sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en tes propres mots ? Bonjour, merci beaucoup Fanny de m'avoir invitée dans ton podcast. Moi, je m'appelle Audrey et je suis donc praticienne en shiatsu équin. Je pratique surtout en Île-de-France, mais aussi un peu dans toute la France en tournée. Et j'ai un podcast qui s'appelle Murmuréquin, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes comme le tien. Donc, c'est la première fois, normalement, je fais des podcasts en solo, et donc là, c'est la première fois que je réponds à une interview, donc je suis très contente. Du coup, pour la petite histoire, moi j'ai d'abord commencé à écouter ton podcast avant de te trouver sur Instagram. En fait, j'avais tapé cheval dans la barre de recherche tout court et voilà, t'étais la première à ressortir. Donc, comme quoi, très bon référencement. Du coup, aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est, comme je l'expliquais, d'un petit peu voir d'un point de vue physique et physiologique, quelles sont les grosses différences qui peuvent exister entre donc les chevaux, on va me dire hongres entiers, et les juments. On va dire en plus de la partie organes génitaux que tout le monde est capable de deviner. En gros, est-ce qu'effectivement, il y a des différences et qu'est-ce que ça peut entraîner Très bien. C'est parti du coup pour ce sujet assez passionnant entre les juments et donc, en effet, on va dire les chevaux pour dire les mâles. Mais ouais. Du coup, en dehors de la partie justement organes génitaux, est-ce qu'il y a vraiment des différences physiques, corporelles, entre les chevaux et les juments et si oui, lesquelles ? La principale différence physique que j'ai trouvée, c'est les attaches ligamentaires qui relient justement les organes génitaux. C'est-à-dire que chez la jument, il y a des attaches ligamentaires qui relient l'utérus qui normalement est n'est pas censé flotter comme ça tout seul dans le corps de la jument. Donc il y a des attaches ligamentaires qui relient l'utérus et les ovaires et qui ne sont pas forcément reliées au même endroit que les attaches ligamentaires qui retiennent les testicules chez un entier. Ou chez un hongre, il y a encore les attaches ligamentaires, mais qui ne servent plus à grand-chose. Du coup, alors, j'ai une autre question, c'est un peu ma spécialité. Quelle incidence physiologique on pourrait remarquer, en fait, entre les deux ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des maladies qui vont être liées justement plutôt sur cette partie organes génitaux ou des dégénérescences physiques qui peuvent être liées uniquement à l'un ou à l'autre ? Pour moi, la principale différence entre, en général, quand même, dans l'équitation, ce qu'on croise, c'est des juments ou des hongres. On ne croise pas beaucoup d'entiers. En général, les entiers sont castrés assez rapidement parce que justement, leur taux d'hormones est trop élevé pour les rendre faciles à gérer au quotidien.
Et moi, je trouve que les propriétaires de juments oublient trop souvent qu'en fait, leur jument, du coup, c'est aussi une entière. C'est aussi une entière qui a encore toutes ses hormones. Et pour moi, c'est la principale différence physiologique qu'il va y avoir entre les deux. C'est que la jument, bah, elle a ses hormones, donc elle est influencée par ses hormones, alors qu'un hongre est bien moins influencé, vu qu'il n'y a plus les testicules qui produisent du coup beaucoup moins de testostérone. Moi, c'est la principale différence que je note entre les deux. Et justement, bah, c'est les propriétaires de juments qui oublient que leur jument est entière. Et donc, du coup, moi, j'aurais tendance à considérer en fait les juments de la même manière qu'on considérerait les entiers. C'est-à-dire que c'est des êtres bah, qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont plus dirigés par leurs hormones parce qu'ils en ont encore. Chez des humains, on pourrait faire la différence entre une femme qui est sous pilule et une femme qui est plus sous pilule. C'est plus les mêmes différences, c'est plus les mêmes comportements qu'on peut avoir. Et après, pour l'aspect plus physiologique, plus physique, chez les juments, il y a des risques d'infection qui sont plus élevés quand même que chez des hongres. Il peut y avoir des infections de l'utérus, il ne peut pas y avoir d'infection des ovaires. Et puis, il y a toute cette partie de douleur liée aux organes génitaux chez la jument qui sont plus du tout présents chez le hongre parce qu'il y a plus d'organes génitaux chez les hongres. Donc, du coup, il n'y a plus toutes ces douleurs physiques qui peuvent être liées aux organes génitaux. Du coup, c'est marrant parce que ça me ramène à une réflexion que j'ai déjà eue une fois, qui est que finalement, les juments sont un peu des entiers qui s'ignorent. Je sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais je sais que je l'ai entendue en club et que pour le coup, je trouvais que c'était une des rares phrases qui n'était pas un peu juste cynique, gentiment, en fait, ou enfin, plutôt méchamment. Mais qu'en fait, il fallait vraiment la considérer. Parce que justement, comme tu dis, il y a toute cette notion d'hormones qui finalement dirige un peu, je suppose, le quotidien et voilà, certaines situations, en fait, dans la vie de notre jument. Non, mais totalement, c'est des entiers que nous, humains, on ignore. On est parti du principe, enfin, on a tellement l'habitude d'évoluer avec des hongres. Et justement, on éloigne un peu les juments parce elles ont pas cette linéarité de comportement qu'on peut avoir avec un hongre. Un hongre, les variations, elles sont minimes d'un jour à l'autre, on va dire, ou d'une semaine à l'autre. On s'attend à ce que le hongre, il ait tout le temps le même comportement, et en même temps, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas tout le temps le même comportement, vu qu'il y a très peu de variations hormonales comme il peut y avoir chez une jument. Et on attend du coup cette linéarité des juments, mais c'est illogique d'attendre cette linéarité. C'est comme si on attend une linéarité d'une femme par rapport à un homme, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas marcher comme ça. Je pense que ta rectification est hyper intéressante. C'est pas les juments sont des entiers qui s'ignorent, c'est l'humain ou en fait ignore que la jument est une forme d'entier. Pour mettre dans la confidence, et c'est ce que je raconte en début de l'épisode, c'est que en fait je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une jument. C'est-à-dire que jusqu'au mois de février où on a fait une séance de shiatsu et où on m'a dit ah en fait elle a l'ovaire gauche un peu bloqué et que 2 semaines après elle s'est mise à avoir sa première chaleur, mais genre je n'avais pas du tout en fait imaginé ce que ce serait d'avoir une jument déjà. Mais bon, du coup, c'est vrai que j'ai eu tellement souvent que des hongres que genre, j'ai l'impression de redécouvrir le sujet, à tel point que je viens à peine juste de me rendre compte que je pouvais potentiellement avoir un poulain grâce à ma jument. Du coup, on m'a noté dans mon rapport que justement, enfin dans mon rapport de consultation, qu'elle avait une ovaire bloquée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que ça peut peut-être arriver à d'autres personnes qui vont écouter ce podcast et elles comprendront un peu mieux ce que ça veut dire. Alors moi, c'est vrai que le terme de ovaire bloqué, je l'utilise rarement parce que c'est pas une articulation, donc c'est difficile à bloquer un ovaire. Par contre, je rencontre énormément de juments enfin, qui ont des problèmes au niveau des ovaires, qui ont des douleurs au niveau des ovaires, des sensibilités aussi au niveau des ovaires. J'aime beaucoup faire le parallèle entre les juments et les femmes, mais c'est quasi impossible de rencontrer dans nos sociétés actuelles une femme qui n'a pas mal au dos quand elle a ses règles ou qui n'a pas mal au dos à un moment de son cycle menstruel. C'est un peu pareil chez les juments, malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des perturbations au niveau de leurs organes génitaux et on ignore ça. Et après, c'est vrai qu'en shiatsu, il y a aussi cet aspect énergétique. On va passer à la fois au niveau des tensions musculaires, donc il y a peut-être des tensions musculaires chez ta jument liées aux ovaires, et il y a peut-être aussi on va dire, des tensions, des blocages énergétiques, en effet, qui peuvent se résoudre avec le shiatsu. Après, c'est à voir, est-ce que c'est un blocage, on va dire, normal? Parce qu'en fait, quand il y a des périodes de chaleur, ben, les follicules qui sont dans les ovaires vont changer de taille. Donc en fait, l'ovaire va changer de taille.
selon le cycle de la jument, selon la période de son cycle, l'ovaire va être plus ou moins gros. Alors on est d'accord, se- c'est en millimètres, hein. Oui, oui, oui. L'ovaire va pas prendre Ça 5 triple pas de centimètres chez volume la en 30 jument, secondes. Ouais. va pas tripler de volume, mais toujours est-il qu'il va être plus gros, il va être un petit peu plus lourd aussi. Et donc ça va tirer sur les ligaments, et ces ligaments sont rattachés au niveau des lombaires de la jument. Hyper Donc, intéressant ce que tu dis parce que je sors d'une séance d'ostéo et justement, je pense que le travail du shiatsu la dernière fois a dû marcher parce que l'ostéopathe n'a pas ressenti en fait justement d'éventuels en fait continuage de blocage, même si c'est pas forcément le mm, mot qu'il faut dire. Mais par contre, elle m'a confirmé que ma jument avait toute une partie des lombaires qui était un peu figée, on va dire, un peu d'un seul bloc et que voilà, ça mm. manquait un peu de souplesse, mais que ça allait prendre sa place puisqu'elle n'a pas fini sa croissance, quoi. Oui, puis après, c'est vrai que toute la difficulté, quand on parle de la zone des lombaires, c'est de savoir est-ce que bah, c'est un cheval qui est en croissance, donc on va dire que c'est normal que la zone soit un peu sollicitée. Est-ce que c'est un cheval qui est travaillé d'une mauvaise manière, donc qui a les lombaires qui sont sollicités? Est-ce que la selle est mal ajustée? Enfin, si la selle est trop longue, ça appuie sur les lombaires. Et s'il y a une jument, on rajoute le paramètre ovaire. Donc ça devient assez compliqué de savoir qui est de l'œuf ou de la poule dans dans ce bazar que peuvent être les lombaires. Et donc ça peut être intéressant bah, d'agir un peu sur tous les paramètres pour voir par quel bout on peut détricoter, on va dire, la pelote. En tout cas, du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est que suite à l'intervention de la séance de shiatsu, donc c'était tout début février, mais littéralement, je pense qu'une semaine après, genre, j'ai remarqué donc Iggy avait sa chaleur. Donc, dans ma grande découverte de quelle est la vie d'une jument, je me suis dit, mais en fait, à quel âge une jument a ses premières chaleurs? Est-ce que c'est hyper tôt ou pas? Dans le sens où, donc, Iggy ayant 3 ans et demi, à peine 4 ans, finalement, je m'attendais peut-être pas à ce que ça arrive aussitôt, vu qu'on sait que la croissance du cheval et on va dire sa maturité arrive que vers 8 ans, et en même temps, la maturité sexuelle du jeune cheval arrive plus tôt, donc finalement, je réponds un peu à ma question toute seule, j'ai l'impression. Les premières vraies chaleurs, en général, c'est l'année des 2 ans. Et des fois, il y a des chaleurs vers enfin, la première année de vie. Donc, en général, quand même, les juments naissent au printemps. Donc, au printemps suivant, les poulains naissent au printemps. Donc, au printemps suivant, la jument peut faire des fausses chaleurs. Donc, en fait, elle va reproduire plutôt le comportement, si elle vit avec d'autres juments, Hmm. elle va reproduire le comportement des autres juments, mais il n'y aura pas forcément d'ovulation. Par contre, l'ovulation va arriver normalement la deuxième année. Et Ok. donc la période de chaleur, c'est l'ovulation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est l'ovulation, contrairement à chez une femme où ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la phase de règle et que la jument n'a pas en fait. Il n'y a pas de chute d'endomètre chez une jument, quoi. C'est exactement ça. Il n'y a pas de chute d'endomètre chez une jument. Donc ce Parce qu'il n'y qu'on a pas voit, d'endomètre? parce que l'endomètre ne se construit qu'une fois que l'ovule, Ok. enfin, l'endomètre non, ne s'évacue pas. Il est construit qu'après. Ok. Et, Et donc, du coup, on est sur des cycles similaires? Et donc, du coup, on est sur des cycles qui durent 21 jours. Alors, encore une fois, c'est une moyenne. Et si on reprend l'exemple des femmes, il y a quand même très peu de femmes. Chez une femme, normalement, c'est 28 jours. Il y a quand même très peu de femmes qui sont à 28 jours. Donc, chez les juments aussi, c'est une moyenne à Ouais. 21 On jours, n'est mais il pas y a des quand même robots, très quoi. peu de juments. Il y a quand même très peu de juments qui sont à 21 jours. Et il y a en général 7 jours de chaleur et 14 jours, ça s'appelle la période de refus chez les juments. Donc la période de chaleur, c'est là où elles sont en chaleur et donc là où il y a la période d'ovulation. Et les 14 autres jours, c'est les jours où il n'y a pas d'ovulation, donc c'est le moment où elles vont refuser le mâle. Il y a aussi une chose intéressante que tu avais dit avec le fait que bah, elles ont leur chaleur dès 2 ans, alors que normalement la maturité physique est vers 8 ans. Et encore une fois, si on prend le parallèle avec les humains, c'est pareil. Une femme peut commencer à se reproduire vers l'âge de 13 ans et porter des enfants vers l'âge de 13 ans. Mais pour autant, c'est peut-être pas hyper conseillé non plus, quoi. Pas forcément le Donc, meilleur moment de la vie. c'est pas le meilleur moment pour porter des enfants et de manière à vivre longtemps après. Donc, en effet, on peut porter des enfants jeunes, mais par contre, il risque d'y avoir des problèmes, notamment de dos. Et chez les juments, c'est pareil, il risque d'y avoir des problèmes de dos après. Ok, donc c'est hyper important parce que pour les gens qui, entre guillemets, choisiraient une jument pour se dire, ah, super, je vais lui faire un petit poulinou, en fait, c'est pas parce qu'elle commence à avoir ses chaleurs jeunes que c'est la meilleure période, en fait, pour Ouais. pouliner. C'est finalement, voilà, au tout début, quoi.
Vaut mieux Ouais, attendre. non, ouais, un peu comme la monte, c'est bien quand même d'attendre un petit peu plus tard que les 2 ans, quoi. Et du coup, les juments ont leur chaleur normalement seulement dans la période qui est propice, on va dire. Vu que les juments portent un poulain pendant 11 mois, c'est quand même mieux que le poulain naisse normalement au printemps ou à l'été, parce qu'il y a de l'herbe, enfin, il y a de la nourriture, les températures sont moins froides, donc c'est quand même mieux pour le poulain de Pour la naître au survie, c'est moment-là. plus facile, quoi. C'est quand même plus facile. Et donc, du coup, bah, les chaleurs, en général, sont aussi au printemps et à l'été. Mais maintenant, bah, on voit des juments qui ont des chaleurs toute l'année. Ça existe. Après, c'est à voir, est-ce que c'est des vraies chaleurs? Est-ce qu'il y a une vraie ovulation qui se fait ou pas? Et aussi, du coup, il peut y avoir des juments qui vont déclencher les chaleurs quand elles passent, enfin, quand elles sont à proximité d'un mâle, parce que c'est aussi ce qui rend propice le fait d'avoir des poulains, c'est quand même d'avoir un mâle qui est présent. Donc des fois, si on a des groupes que de juments, sans mâle à proximité, il est possible que du coup le cycle se rallonge parce qu'il n'y a pas l'opportunité de se reproduire. Ok. Et quand tu parles de mâle, du coup, j'en profite, on parle du coup de hongre, on parle vraiment de mâle étalon. Je dis ça parce que je me souviens d'une jument de club où, du coup, dès qu'il y avait un nouveau hongre, parce qu'il n'y avait pas d'étalon clairement dans ce club, qui arrivait, et en gros, ça a déclenché ces chaleurs. Et elle nous faisait un peu du coup, enfin, la démonstration en gros de ces chaleurs. Systématiquement, dès qu'un nouveau mâle ben, rentrait dans l'écurie, bah voilà, il y avait cette démonstration et cette, physiquement, ça déclenchait en fait les chaleurs, quoi. On est d'accord, c'est physiquement ça déclenche les chaleurs, alors ça dépend vraiment des juments. Je pense que ça dépend aussi des hongres. Il y a peut-être des juments qui sont plus sensibles que d'autres. Et, euh, et je pense que ça peut peut-être dépendre aussi du taux de testostérone qui est présent chez l'animal, on va dire, chez le Hmm, mâle, pour le coup. Et j'ai même déjà vu des juments déclencher des chaleurs quand il y avait d'autres juments qui arrivaient. ok. Donc là, c'est un peu incohérent. Mais en effet, de rajouter soit un mâle, donc soit un hongre, soit un entier, ça peut déclencher les chaleurs. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans la vie des juments où les chaleurs s'arrêtent? Genre, donc, ménopause. Non, les juments sont pas ménopausées comme les femmes. Elles peuvent reproduire toute leur vie. Mais là, c'est un peu comme les juments plus jeunes. À un moment donné, est-ce que c'est raisonnable pour la santé physique de la jument d'encore porter des poulains à 28 ans? Je me pose la question quand même. On remarque quand même que, bah, encore une fois, comme chez les femmes, à chaque fois qu'il y a un poulinage, la ceinture abdominale va se détendre, va avoir tendance à se détendre avec les poulinages et normalement se reconstruit entre deux poulinages. Et c'est vrai que si on enchaîne les poulinages, si on les fait souvent, bah, la ceinture abdominale a du mal à se reconstruire. Du coup, ça va donner un cheval qui porte moins son dos, donc potentiellement plus de problèmes de dos. Et chez les chevaux, enfin, chez les vieux chevaux, on sait aussi que bah, cette ceinture abdominale, elle est plus compliquée à garder en force parce il y a moins d'activité physique. Mhm. Donc, faire reproduire une vieille jument, j'irai pas le faire. Ok. Du coup, ça me donne envie de continuer sur la reproduction. Justement, est-ce que, enfin, bon, j'ai déjà la réponse. Je sais qu'il y a des risques qui sont encourus et qui peuvent potentiellement laisser des séquelles, des douleurs et des traumas, mais par contre, je ne saurais pas l'expliquer. Et du coup, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer en fait physiquement ou physiologiquement justement ce que ça peut euh, amener? Et surtout, je pense dans le cas de gens qui récupèrent des chevaux qui ne sont pas forcément jeunes, qui ont déjà pouliné, enfin plutôt des juments du coup, qui ne sont pas forcément toutes jeunes, qui ont déjà pouliné, qui n'ont pas forcément l'historique, quel type de problématiques ils pourraient en fait avoir dans leur quotidien ensuite avec elles. Normalement, quand il y a, on va dire, un accident au moment du poulinage, par exemple, ou au moment de la saillie, c'est quand même assez aigu. Donc, le problème est résolu assez rapidement. Sinon, il y a un problème, il y a un gros problème qui va persister. Par contre, il y a beaucoup de risques d'infection au moment de la mise bas, euh, il- au moment de la saillie aussi, parce que l'étalon n'est pas toujours ultra propre. Donc, il peut y avoir des risques d'infection. Il peut y avoir des risques d'infection en cours de gestation, au cours de la mise bas. Ça, c'est quand même les principaux risques.
Il peut y avoir des risques de déchirement de l'utérus. Et comme on l'a dit, bah, le risque que la paroi, enfin, les muscles abdominaux ne soient pas assez remusclés entre deux poulinages ou pendant le poulinage, parce que c'est quand même assez intéressant que la jument ne reste pas à rien foutre dans son pré, surtout si c'est un petit pré où elle peut pas beaucoup bouger. C'est important qu'elle maintienne quand même son muscle abdominal au cours de la gestation et pas qu'elle perde tout le muscle. Il sera du coup plus compliqué à récupérer après qu'il ait été détendu par un poulain, par le volume d'un poulain. Donc ça peut être intéressant de quand même continuer à garder un petit peu la jument au travail léger. On s'entend, on va pas lui faire sauter Ouais, mais 130. le minimum d'exercice, voilà, pour qu'en fait Voilà, son corps continue de fonctionner normalement, quoi. exactement ça. Et puis après, donc il y a les risques physiques. Et pour moi, il y a aussi tous les traumatismes émotionnels. On commence à peine à cerner chez les femmes. Donc chez les juments, c'est encore pire. Mais pour moi, une saillie d'une jument entravée, enfin, c'est un viol. Donc, comment on fait? Parce que normalement, dans la nature, quand même, les juments ont un peu leur mot à dire. Oui, il y a une Est-ce notion de qu'elles veulent consentement qu'on être ne prises? respecte pas, faut toujours, nous, en tant qu'être humain. Voilà. Donc, il y a quand même la jument qui peut décider d'être prise ou non, qui a le droit de décider où et comment ça se fait, mais qu'on interdit quand on entrave la jument. Il y a aussi toutes les problématiques d'insémination artificielle. Comment... Enfin, moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse exactement, mais comment ça se passe dans la tête d'une jument quand elle est inséminée artificiellement, quand il n'y a pas eu l'acte de reproduction sexuelle, qu'elle n'a pas conscientisé qu'elle est pleine? Moi, j'ai du mal à le comprendre. Et ça se trouve aussi dans les chevaux de sport, tout ce qui est mère porteuse. Hmm. Ça existe chez les chevaux de sport, surtout chez des juments plutôt de CSO, on va dire, ou de course. Parce que d'arrêter la carrière sportive pendant un an, voire même plus, parce qu'elle ne va pas pouvoir reprendre dès l'arrêt, enfin, dès le poulinage, on passe par mère porteuse. Là, je me demande vraiment comment ça se passe. D'un point de vue émotionnel, je me demande vraiment comment ça se passe. Après, en général, la gestation se passe relativement bien pour les juments, parce qu'on a plutôt l'habitude de les laisser faire dans leur coin. Mhm. Et après, il y a toute la partie mise bas, et surtout les mises bas assistées. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très bien qu'on puisse aider les juments qui sont en difficulté pour mettre bas. Par contre, maintenant, d'aider la jument quand le poulain a à peine sorti un sabot et que la jument, ça fait 2 minutes et demie qu'elle est en train de pousser, d'aller tirer directement le poulain, est-ce que vraiment on a besoin de le faire? Donc, il y a aussi tout ce traumatisme D'être un émotionnel. peu trop interventionniste, en fait. Ouais, je pense. Enfin, Par volonté de bien encore une faire, fois. probablement, mais quand même d'être un peu trop interventionniste. Encore une fois, c'est très très bien que maintenant on ait les médecines vétérinaires, on ait les moyens d'aider une jument à mettre bas ou une femme à mettre bas. C'est très très bien qu'on ait les moyens de le faire, mais à partir de quand est-ce qu'on le fait? Et il y a aussi toute la partie où l'humain intervient en fait même très très rapidement, même si la mise bas se fait bien, euh, l'humain il est quand même rapidement là. Il est quand même rapidement là pour vérifier que tout se passe bien, pour toucher le poulain. Il peut peut-être des fois s'interposer entre le poulain et la jument. Tout ça, moi, je pense que ça peut poser problème, mais comme dit, on est à peine en train de l'étudier chez les femmes. Donc, je ne sais pas comment ça peut se passer chez une jument et quand est-ce qu'on aura les études sur l'impact psychologique d'une mise bas chez les juments. Donc, je pense qu'il y a toute une partie de traumatisme émotionnel autour de la saillie, de la gestation, de la mise bas qu'on squeeze totalement, qu'on oublie totalement, autant pour la jument que pour le poulain. Oui, parce que j'allais Autant. dire, après, il y a toutes les problématiques de sevrage. Alors, du coup, on s'éloigne un peu de notre sujet. Quoique, du coup, justement, est-ce qu'un suffrage... un suffrage, non. Est-ce qu'un sevrage trop tôt est fait dans des conditions, justement, du coup, violentes? Parce que, donc, du coup, post-mise bas, il y a bien évidemment toute la notion du lait qui se met en route, etc. Les mamelles, etc., qui doivent se développer, je suppose, enfin, Ouais. qui font leur job, en fait. Et du coup, si tout ça, on arrête trop tôt, est-ce que ça peut faire naître effectivement des nouvelles difficultés, on va dire, physiques ou physiologiques, ou des nouvelles séquelles? Des séquelles physiques, normalement, non, parce que on est capable de faire tarir la jument
c'est-à-dire d'arrêter la production de lait, justement pour éviter, parce que si justement la jument produit du lait qui ne peut pas sortir, ça peut provoquer une mamite, une inflammation de la mamelle. Ok. Donc ça, normalement, l'aspect vétérinaire est assez au point là-dessus, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on sèvre les chevaux un peu trop tôt, qu'on n'attend pas le sevrage naturel. D'ailleurs, on peut du coup savoir si une jument a mis bas en regardant un petit peu la taille des mamelles. On peut savoir, Ah, ok. pour des gens qui n'auraient pas l'historique, normalement, la mamelle d'une jument qui a déjà pouliné est un peu plus volumineuse qu'une jument qui n'a pas encore pouliné. Et c'est vrai que, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais après, toute la question du sevrage pose problème parce qu'il y en a beaucoup qui après, enfin, ça coûte cher en fait de sevrer tard parce que l'alimentation de la mère coûte très cher et l'alimentation du poulain, enfin, en fait, du coup, on va nourrir la mère et le poulain avec des besoins qui sont énormes, alors que si on sèvre, en fait, on n'a plus qu'à nourrir le poulain, on va dire. Mhm. La mère, elle tarit et après, ses besoins redeviennent normaux. Donc c'est vrai que ça coûte cher de sevrer tard. Et autant, je pense, les éleveurs que les acheteurs n'ont pas forcément envie d'acheter un poulain cher. En général, en plus, si on achète un poulain, c'est que on veut le prendre le plus rapidement possible, donc payer le moins cher possible. Donc je comprends que ça puisse être problématique, mais c'est vrai qu'il y a toute cette question de l'alimentation après et du sevrage qui se fait. Alors après, je pense qu'il y a des poulains qui sont, enfin, des sevrages qui peuvent très bien se faire à 6 mois, parce qu'il y a des poulains qui sont très indépendants et des mères qui sont très indépendantes aussi. Mais c'est vrai il y a des façons de faire, quoi. Des façons de faire, et moi je l'ai vu rien que sur un de mes chevaux. Il a été sevré ultra brutalement, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un van dans le pré, et puis ils ont pris le poulain, et puis voilà, c'était le sevrage. Waouh. Donc il a été balancé dans un box à 6 mois dans une maison qu'il connaissait pas et il était séparé de sa mère. C'est un cheval qui a fait du snapping jusqu'à 8 ans. Le Ok. snapping, c'est le truc des poulains là, Ouais, c'est les dents qui claquent en fait. ouais, les lèvres qui claquent pour dire Oui, je c'est suis les tout lèvres, pas petit, les tout dents. faible, ne me faites rien. Hmm. Et moi, tu vois, il en a fait jusqu'à 8 ans, quoi. Énorme. Enfin, Donc, énorme, pas dans le bon sens, mais. Ok. c'est énorme. Normalement, un poulain de 2 ans, à partir de 2 ans, ça arrête de faire du snapping. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment toute une problématique autour des juments. Et du coup, alors, on va revenir à ces fameuses chaleurs qui sont aussi la source de moquerie, on va dire. En dehors donc, de ces chaleurs, est-ce qu'il y a des maladies gynécologiques aujourd'hui qui sont en fait en dehors des infections, voilà, dont tu nous as déjà parlé, connues, euh, ou pas, et qui du coup pourraient entraîner justement des déviances de comportement ou ce genre de choses, parce que le temps de remonter jusqu'à le fait de comprendre qu'il y a une maladie gynécologique. Alors, je n'ai pas trouvé de maladie gynécologique. Après, il peut y avoir des déformations en fait de l'utérus, enfin, du col de l'utérus et de l'utérus, qui font que la jument est douloureuse constamment, Hmm. qu'elle soit dans son cycle ou qu'elle n'y soit pas. Donc ça peut provoquer des douleurs qui sont vraiment en continu. Et dans ce cas-là, il y a des moyens vétérinaires pour essayer de corriger un petit peu ça. Notamment, il y a des juments qui ont le col de l'utérus qui est trop large. Et donc, il y a une entrée de bactéries et une entrée d'air et une entrée de bactéries Ok. qui peuvent provoquer des infections. Et du coup, je suppose que cette modification aussi de l'utérus, si on s'en rend pas forcément compte, euh, matériel pas adapté, ce genre de choses, ou pratique pas adaptée, ça peut jouer. A priori, non. Après, comme dit, les ovaires sont reliés au niveau des lombaires. L'utérus est relié au niveau des lombaires. Donc, rien qu'une selle trop longue, ça cause des problèmes de lombaires chez n'importe quel cheval, quel que soit son sexe. Et d'autant plus chez une jument, ça peut alimenter et ça peut engendrer un cycle un peu vicieux entre une selle pas adaptée et des chaleurs douloureuses et de nouveau une selle pas adaptée. Enfin, ça peut en effet empirer la chose. Mais ça, la selle pas adaptée, c'est vrai que pour moi, enfin, du coup, si elle a une selle trop longue, qui va peser sur les lombaires. Mais ça, c'est du coup une problématique chez tous les chevaux. Ok.
Du coup, pour finir, Audrey, comment, voilà, quelqu'un qui du coup se rend compte que bah, justement, sa jument, ses chaleurs, c'est douloureux, on va dire. En fait, il se passe quelque chose, ou en tout cas, il y a un changement de comportement, donc il y a peut-être quelque chose à creuser au moment des chaleurs. Ou, je sais pas, avec les chaleurs, on se rend compte qu'il y a un changement de comportement, donc il y a peut-être quelque chose de douloureux justement au niveau des ovaires ou autre. Comment on peut accompagner, justement? Comment on peut en prendre conscience et accompagner? Est-ce qu'il y a des signes, en fait, tu vois, visibles, on va dire vraiment, sur un œil non expert, par exemple? Par exemple, ma jument, elle se mord souvent les flancs. Et c'est vrai que j'arrivais pas à me demander si c'était de la présence de verre, parce que clairement, elle n'était pas en train de faire une colique. Mais du coup, est-ce que c'est euh, elle avait beaucoup de verre, donc potentiellement ça la démangeait. Elle avait cette histoire de ovaire dite bloquée, donc peut-être que ça la gênait. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent nous donner des signes, entre guillemets, avant-coureurs et qui peuvent nous permettre de justement mettre en place des systèmes de contrôle, entre guillemets, pour ensuite aider et voilà, rendre la chose moins douloureuse, en tout cas moins gênante. Alors, je note totalement ta question, mais maintenant que tu le dis, j'ai oublié quelque chose dans les problématiques que peut avoir une jument, c'est justement des coliques ovariennes. Ok, C'est-à-dire que les douleurs ovariennes sont tellement fortes que ça provoque des coliques. Enfin, du coup, les coliques, c'est pas seulement, enfin, les coliques, ça veut juste dire mal de ventre. Ou les douleurs ovariennes peuvent causer des coliques ok. et donc un grand stress physiologique chez le cheval. Donc ça peut être à savoir aussi chez une jument, ça peut se faire. Et donc, du coup, les signes à avoir, bah, pour moi, c'est vraiment la sensibilité au niveau des lombaires. Donc, on peut voir en passant la main sur le dos de la jument, soit elle est très expressive et elle va montrer ses signes de douleur. Donc, peut-être en se cambrant, ou peut-être en se retournant d'un air agressif, d'un air de dire dégage de là ou je te bute. Donc, ça se passe, enfin, du coup, au niveau des lombaires, sur le haut et en bas, en posant la main sur le flanc au niveau du grasset. Enfin, du coup, sur le thorax, mais Ouais, mais à hauteur de à grasset. hauteur du grasset. Et là, en général, une jument qui a mal, on ne peut pas y poser la main. Enfin, on va avoir vraiment du mal à y poser la main et à garder un contact à ce niveau-là. Donc ça peut être un moyen de savoir, de se dire, ben, peut-être que ma jument a mal par ici, mais encore une fois, ça va être à détricoter. Est-ce que la selle est adaptée? Est-ce que tatati tatata? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que les ovaires sont la seule cause de Ouais, douleur du à cet problème, endroit-là? bien sûr. Donc ça peut être une manière de tester. Euh, donc du coup, de tester sur les lombaires, de tester sur le thorax. Et pour accompagner les chevaux, bah, enfin, pour accompagner les juments, comme tu l'as dit, bah, l'ostéopathe, c'est hyper important pour débloquer physiquement, pour débloquer du coup les articulations, on va dire, pour débloquer les os et les muscles. Le shiatsu, c'est hyper intéressant pour débloquer du coup une étape un peu plus profonde, donc les muscles et au niveau énergétique. Et après, on peut très bien agir en interne aussi, en phytothérapie. Ça peut être très intéressant au long cours, parce qu'une jument qui souffre de ces chaleurs, en général, elle n'en souffre pas juste 2 semaines par an. En Ouais, c'est pas général, deux juste une semaines fois, quoi. par... Non, Ça en peut être général, chronique. bah, on le voit pendant les chaleurs, parce que c'est encore pire, on va dire. Mais une jument qui souffre vraiment en période de chaleur, elle souffre aussi en période de pas chaleur, en période de reflux. Donc du coup, aider en phytothérapie, ça peut être assez utile. On peut penser notamment moi, je pense au gâtillier, et une plante Ok. sèche. Je pense au framboisier. Donc ça peut être assez facile d'en trouver. Et le framboisier, on peut le donner sous forme de plante sèche ou sous forme de bourgeon. Donc ça peut être très utile de donner une cure à la jument bah, sur toute la période douloureuse, donc normalement sur printemps-été. Merci beaucoup, Audrey. Je ne sais pas si, il y a un mot de la fin qu'on aurait oublié et qui te viendrait à l'esprit. Là, tout de suite, j'ai plus de mots de la fin. C'est vrai que notre échange a été assez construit, a été, euh, a été normalement assez complet. Et vraiment, bah, je pense que le mot de la fin, ce serait le mot du début de ne pas oublier que les propriétaires de juments ont une entière, en fait. Et donc de la considérer plus comme un étalon que comme un hongre. D'essayer de la rapprocher au niveau des comportements de l'étalon. Encore une fois, je pense, enfin, pour moi, le comportement de l'étalon, mais sans partir dans la paranoïa.
sans partir dans la paranoïa de l'entier, il va me péter toutes les clôtures, il va me foutre par terre dès que je monte dessus, etc. Non, ça, c'est des entiers qui sont mal dans leur peau. Normalement, des entiers ou des entières bien dans leur peau, ils arrivent à vivre avec leurs hormones et à vivre convenablement sans douleur avec leurs hormones. Ouais. Et du coup, je vais refaire mon deuxième mot de la fin, surtout si jamais on se rend compte que il y a potentiellement une gêne, en fait, il y a des moyens d'accompagner. Enfin, avant de se dire c'est foutu, il y a quand même des moyens d'accompagner pour faire en sorte de soulager, quoi. Ouais, et puis avant de se dire, surtout avant de se dire, non mais c'est normal, c'est une jument, c'est une pisseuse. Donc le classique, non mais c'est une jument, c'est normal que la jument elle ait les oreilles en arrière. Non, c'est pas normal. Non, c'est voilà, c'est pas normal. Alors après, ça peut être normal, mais hyper périodiquement, quoi. Dire un peu comme nous, hein, c'est normal que quand on a nos règles, on est un peu plus fatigué, on en a marre, on veut voir personne. Ok, mais pour autant, c'est pas normal si la jument, quand on lui présente un nouveau cheval au mois de janvier, pas normal que la jument soit une pisseuse. Très bien. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup, Audrey, pour ton temps. Et du coup, à très vite. Bah, merci beaucoup. Et puis bah, bonne journée à tout le monde. Oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, je remettrai en description de l'épisode tous les liens pour ton podcast et aussi pour ton compte Instagram si les gens ont d'autres questions éventuelles à poser sur le sujet. Tu ne Ça seras, à mon marche. avis, plus à même d'y répondre que moi qui ai déjà beaucoup de questions. Ça marche, y a pas de problème. Ma boîte à messages est ouverte. Super. J'espère que ce nouvel épisode sous forme de conversation vous a plu. Vous pourrez retrouver en description les liens vers le podcast d'Audrey et vers son compte Instagram. Dans 15 jours, nous nous retrouverons pour un nouveau chapitre en solo. Si vous avez aimé le journal d'Iggy chapitre 6, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous nous y retrouverez sous le pseudonyme iggy.journal. N'hésitez pas non plus à nous laisser un avis positif, quelques étoiles ou à partager cet épisode sur vos propres réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.